Alors ce soir, nous avons encore, pour la deuxième fois cette année, le plaisir et l'honneur de recevoir Xavier Forsans. J'ai juste... Parce que... Très bien. Donc Xavier, qui nous avait fait une première conférence... sur confiance et bienveillance en économie. Voilà, confiance et bienveillance en économie. Et là, ce soir, il a décidé de se lancer... sur notre thème, la nécessaire évolution, avec un R devant, révolution donc du droit du travail. Alors, je ne connais pas évidemment la teneur de la conférence, peut-être qu'il y aura sujet à polémique, et pour terminer de présenter Xavier, je dirais que Xavier est un homme de terrain, puisqu'il est expert comptable, ce n'est pas un pur théoricien, c'est quelqu'un qui a les doigts dans le cambouis, et il est par ailleurs enseignant à Bordeaux INP, c'est-à-dire l'Institut National Polytechnique. Voilà. J'en reparlerai tout à l'heure. Très bien. Alors, ce soir, donc, Xavier a décidé de nous parler de cette réforme du droit du travail. Alors, je voudrais à l'introduction dire qu'en fait, il est vrai que le droit du travail est quelque chose de complexe, comme on peut le voir. Là, je me suis procuré un tableau d'alternative économique qui nous donne le nombre de pages des différents codes des éditions Dalloz, n'est-ce pas? Alors, en fait, la palme en revient au Code de la santé publique, et le Code de la santé publique fait 3944 pages. Voilà. Ça, c'est le premier où il part. Ensuite, nous avons le Code général des impôts, 3638 pages, le Code de l'urbanisme, 3596 pages, le Code de procédure civile, 3528 pages, le Code monétaire et financier, 3418, le Code pénal, 3350, et enfin, le Code du travail, 3324. Mais je crois que Xavier n'a pas tout à fait les mêmes statistiques. Mais bon, on voit quand même que c'est énorme. Tout ça, c'est du boulot pour les juristes, en fait. Alors, la question qui se pose, peut-être un petit peu maligne, c'est que d'aucuns disent, n'est-ce pas, trop d'impôts tue l'impôt. Alors, est-ce que trop de législation du travail ne tuerait pas le travail? C'est une question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si Xavier va y répondre, mais en tout cas, nous allons l'écouter. À toi, Xavier. Je te remercie, Bernard. Alors, effectivement, comme Bernard l'a évoqué, je suis expert comptable et je suis chargé d'enseignement à Bordeaux INP, c'est-à-dire l'Institut National Polytechnique. J'ai deux enseignements sur lesquels je suis intervenu cette année. Un premier enseignement d'initiation au droit du travail, sur les premières années de l'NCJ, et un deuxième enseignement de contrôle de gestion sur des deuxièmes années de l'INSERM Matmeca. Et du coup, lors de ces enseignements en initiation au droit du travail, je me suis rendu compte de l'énormité du Code du travail. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes statistiques que Bernard, puisque mes statistiques à moi ressortent du site legifrance.gouv.fr, qui est la référence pour tout ce qui est accès au droit en France. Et donc, sur legifrance.gouv.fr, on trouve que le Code du travail, au 12 février 2017, comportait 3010 pages. Au 28 avril, quand j'ai commencé à rédiger cette conférence, il en avait déjà 3026, et hier soir, il en avait 3038. Donc, on voit que le Code du travail, régulièrement, grossit. À ce Code du travail, donc, qui est déjà assez énorme, il faut rajouter près de 350 conventions collectives qui régissent les modalités de l'emploi dans un certain nombre de secteurs économiques, tels que, par exemple, les cabinets d'expertise comptable et de commissaires aux comptes, mais pas que dans ces secteurs-là.
Et nous ne parlerons pas des accords d'entreprise qui sont négociés entreprise par entreprise, et il y en a eu 36 600 signés en 2015, contre 36 500 en 2014. Et là, ce sont les chiffres du ministère du Travail. Lors de mon enseignement à Bordeaux ENP, en initiation en droit du travail, lors de l'épreuve finale, j'ai posé la question à mes étudiants, dans l'épreuve, de me dire quel était selon eux le principal frein à l'embauche des jeunes diplômés dans les entreprises. Ils étaient 40 étudiants, et sur les 40, il y en a 23 qui m'ont indiqué que la problématique principale était un manque d'expérience, et 6 qui m'ont dit que la problématique quand on arrive dans l'entreprise, c'est d'avoir un diplôme trop élevé par rapport aux besoins de l'entreprise ou à ses capacités financières. Un autre élément qui est assez marquant, ce sont les éléments du chiffre du chômage. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans les chiffres du chômage, il y a plusieurs catégories. La catégorie A, ce sont les personnes qui sont totalement privées d'emploi. Et donc, ces chiffres du chômage nous montrent qu'en mars 2012, il y avait 3 125 200 personnes qui étaient totalement privées d'emploi. Et 5 ans plus tard, le chiffre avait progressé de 20,48% pour s'établir à 3 765 300 personnes. Dans les catégories A, B, C, ce sont les catégories des personnes totalement privées d'emploi ou en formation ou avec un emploi à temps partiel. On a à ce moment-là 4 582 000 personnes en mars 2012 et 5 805 200 personnes en mars 2017, soit une progression de 26,7%. Un autre élément que l'on peut retenir au niveau des chiffres est le poids des syndicats. En 2003, il y avait 1 845 000 personnes qui étaient syndiquées, dont 1 050 000 fonctionnaires, pour une population active de 27 305 000 personnes. En 2013, le chiffre avait baissé, alors que la population active avait monté. Et on a un taux de syndicalisation qui est environ de 4% dans le privé, contre plus de 15% dans le secteur public. Tout cela me fait poser un certain nombre de questions sur le Code du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc je vais aborder 4 thématiques principales qui m'ont paru être importantes d'être abordées. Je vais exprimer mon opinion, qui ne représente que mon opinion, ce ne sera peut-être pas forcément la vôtre, mais ça se veut être le débat d'une réflexion sur une évolution, voire une révolution nécessaire du droit du travail. La première problématique que je vais aborder, ça va être une problématique de rémunération du travail. Depuis le passage aux 35 heures en 2002, nous avons clairement vu que le travail était considéré de plus en plus par bon nombre de travailleurs comme un accessoire dans sa vie, alors que précédemment c'était un principal. On vivait pour le travail, et ensuite on avait des loisirs, et de plus en plus on est rentré dans la génération loisirs, où on a d'abord les loisirs et on pense accessoirement à travailler. Donc ça c'est un premier constat qui a été établi. On a un deuxième constat, c'est que depuis le passage aux 35 heures, on a l'insertion d'une nouvelle notion en droit du travail, qui est une notion de temps de travail effectif, alors que précédemment, les salariés étaient rémunérés pour du temps de présence. C'est quand même une notion qui est fondamentalement différente et qui change les donnes du travail à l'intérieur des entreprises. Par le passage aux 35 heures aussi, on a vu une diminution du temps de travail de 11%, alors que l'on exigeait de beaucoup de salariés, notamment ceux qui sont dans les TPE, les très petites entreprises, ce qui représente à peu près 49% de l'emploi salarié en France. Petites entreprises qui n'avaient pas la capacité, la possibilité d'embaucher pour compenser les 4 heures de moins. Donc on va demander aux salariés de produire de la même façon en travaillant 4 heures de moins. Donc avec 11% de moins de temps de travail. On a aussi une limitation de travailler plus, puisqu'il y a un contingent
légal d'heures supplémentaires par année qui est limité à 220 heures. Ce qui représente, grosso modo, du 39 heures par semaine, légèrement plus. On a une autre limitation, c'est une limitation de cumul d'emplois salariés à 44 heures par semaine. Alors vous allez me dire, toutes ces limitations, c'est très bien, mais c'est fait pour protéger le salarié. J'entends. Cela étant, quand on se projette dans l'univers dans lequel nous vivons, et que l'on voit qu'au SMIC, à 44 heures par semaine, on a un salaire mensuel qui est d'environ 1 450 €. Sachant que les critères habituellement retenus pour se loger, c'est que le coût du logement ne doit pas représenter plus du tiers du montant de la rémunération. Ça veut dire que des personnes qui sont rémunérées au SMIC à 44 heures par semaine, donc qui cumulent plusieurs emplois, ne peuvent avoir de disponible pour se loger que moins de 500 €. Et moins de 500 €, actuellement, on n'a pas grand-chose. Quand on est au SMIC à 35 heures par semaine, le salaire mensuel est d'environ 1 150 €, donc ça nous donne un loyer possible à moins de 400 €. Avec cette rémunération, on n'arrive pas à se loger décemment. Il y a une problématique que je voudrais évoquer directement à partir de ce point-là, c'est la problématique du coût du logement. Depuis de trop nombreuses années, il y a eu par les gouvernements successifs des politiques d'incitation à l'investissement immobilier locatif qui, à chaque fois, ces politiques n'ont abouti qu'à une chose, le renchérissement du coût du logement. Quand vous comparez le coût d'un appartement que certains d'entre vous ont peut-être, un appartement ou une maison, ont peut-être acquis il y a quelques années, et quand l'on regarde aujourd'hui, selon le marché de l'immobilier, combien vaut ce même bien immobilier, on a une explosion qui est sans commune mesure avec le taux de l'inflation ou avec une quelconque réalité économique. Donc, toutes ces politiques du logement qui se sont accumulées depuis de nombreuses années n'ont abouti qu'à une chose, c'est renchérir le coût du logement. Et l'une des principales problématiques auxquelles, si j'étais un gouvernant, je m'attaquerais, ça serait celle-là. Donc, tous ces éléments que je viens d'évoquer par rapport à la rémunération du travail sont excessivement importants parce que ça nous montre notamment que l'une des problématiques que l'on rencontre dans le monde de l'entreprise, c'est une inadéquation avec la rémunération qui est proposée par rapport soit à l'expérience de la personne qui est embauchée, soit par rapport à ses diplômes. Les jeunes de l'ANCJ, quand ils ont répondu à ma question « Quel est, d'après vous, le principal frein à l'embauche de jeunes diplômés dans les entreprises ?», ont tous mis en exergue ce problème. Ma proposition serait de maintenir un salaire net minimum qui permette de se loger décemment, bien évidemment, avec une action dans le même temps sur la politique du logement, mais en même temps de permettre une rémunération à la tâche, parce que quand on a deux salariés qui sont rémunérés de la même façon et qui n'ont pas la même productivité, est-ce que vous estimez logique qu'ils perçoivent exactement la même rémunération? Je ne fais que poser des questions. Et de même qu'il faudrait intégrer dans toutes les conventions collectives une équation qui mêle expérience et diplôme pour arriver à une rémunération. Or, quand l'on regarde les conventions collectives aujourd'hui, on oublie trop souvent l'expérience et on met en avant les diplômes. Je viens d'embaucher dans mon cabinet une jeune femme qui a un bac comptant. Je suis désolé, aujourd'hui, elle ne sait rien faire. Alors, je l'ai embauchée parce qu'il faut bien que quelqu'un, à un moment donné, donne la première expérience à un jeune, si on veut qu'il puisse progresser, si on veut qu'il puisse avoir de l'expérience, justement. Mais aujourd'hui, concrètement,
Et je le savais en l'embauchant, elle ne sait rien faire, elle a tout à apprendre. Or, d'après son diplôme de base, elle a droit à une certaine rémunération. Aujourd'hui, par rapport à sa productivité dans mon cabinet, donc là je vous parle du concret, de l'économie réelle, du vécu au quotidien, aujourd'hui, par rapport à sa productivité dans mon cabinet, elle ne vaut pas, entre guillemets, sa rémunération. Mais je sais qu'en investissant du temps pour la former, l'année prochaine, elle sera rentable. Donc c'est moi, mes collaboratrices, qui allons investir du temps pour qu'elle puisse acquérir l'expérience qui va lui permettre de mériter, entre guillemets, sa rémunération. Donc voilà le premier point que je voulais aborder avec vous et qui me pose question dans le droit du travail actuellement. J'ai oublié de préciser en introduction qu'on nous a fait tout un fromage d'une soi-disant simplification du droit du travail qui aurait eu lieu, paraît-il, en 2016. Et que tous les candidats à l'élection présidentielle qui vient de se passer voulaient abolir donc la loi El Khomri. Cette loi n'est pas venue simplifier le droit du travail, au contraire, elle est venue le complexifier. Elle est venue introduire des éléments qui me semblent à moi, toujours pareil, issus de l'économie réelle. L'économie, je la vis au quotidien dans mon cabinet avec mes clients, qui sont venus introduire des aberrations. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez peut-être entendu parler de la validation des acquis de l'expérience. La validation des acquis de l'expérience, c'est ce qui permet à quelqu'un qui a une expérience professionnelle, mais pas de diplôme ou de titre professionnel, grâce à cette expérience, d'obtenir une qualification professionnelle et donc une reconnaissance dans la convention collective. Eh bien, cette validation des acquis de l'expérience était accessible précédemment à quelqu'un qui avait au minimum 3 ans d'expérience. Ces 3 ans d'expérience ont été abaissés à 1 an. Je suis désolé, alors je vais peut-être paraître péremptoire, mais avec 1 an d'expérience dans une entreprise, on ne sait rien faire. Donc voilà, c'est le type même des aberrations qui est contenu dans la loi El Khomri. Il y a d'autres éléments législatifs qui sont intervenus récemment, qui ne viennent que renforcer le sentiment que j'ai, que nous avons des législateurs qui nous pendent des lois et qui ne connaissent pas le monde du travail, qui ne connaissent pas l'économie réelle. Nous en discutions tout à l'heure avec Bernard, avant cette conférence, et je lui disais que moi je rêverais d'avoir des députés en stage avec moi dans mon cabinet qui me suivent. Comme vous savez, les stages de découverte que vivent nos jeunes de 3e et de classe de seconde, qui me suivent pendant 1 semaine ou 15 jours pour voir ce que c'est que réellement la vie économique. Et s'il y a l'un de nos futurs députés qui veut venir en stage chez moi, je l'accueille les bras ouverts. Et il verra ce que c'est que réellement travailler. Donc voilà sur la première partie, la rémunération du travail. La deuxième partie, santé et sécurité au travail. Alors je vais commencer par faire un brin d'historique sur les comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les CHSCT. Ils ont été créés en fait au XIXe siècle, c'était des CHS, comités d'hygiène et de sécurité, et essentiellement dans le secteur minier. Parce que nous savons tous qu'au XIXe siècle, l'essentiel des accidents du travail avait lieu dans ce secteur-là. Ces comités d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail ont été renforcés, ont été institutionnalisés, je dirais, en 1941, mais rendus obligatoires en 1947, et c'était au départ comité d'hygiène et de sécurité, et ils sont devenus comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail en 1982. Donc ça, c'est pour faire un rappel historique. Il faut savoir que ces comités n'existent que dans les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Je ferai tout à l'heure une petite aparté sur les effets de seuil aussi, dont on a parlé aussi avec Bernard tout à l'heure, les effets de seuil dans les entreprises qui peuvent avoir aussi un effet néfaste.
Un autre élément que je voulais confier à votre réflexion est lié à ce que j'appelle la détérioration, c'est dur à dire ça, hein, détérioration de la médecine du travail. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais droit à une visite avec un médecin du travail chaque année, en tant que salarié. Aujourd'hui, alors, moi c'est un peu particulier parce que ça ne se voit pas, mais je suis travailleur handicapé. Mais aujourd'hui, un travailleur lambda, il a droit à une visite avec un médecin tous les 4 ans. Et dans l'intermédiaire, il a droit à une visite avec une infirmière du travail tous les 2 ans. Donc ça me semble être aussi une détérioration. C'est vraiment dur à dire. La médecine du travail s'est vraiment détériorée. Là, c'est plus facile. Un autre élément que je livre à votre réflexion, c'est que plus de 23% du Code du travail traite du thème de la santé et de la sécurité au travail. Plus de 23%, plus de 700 pages. Moi, ça me fait frémir. Un autre élément que je livre à votre réflexion, c'est l'évolution des accidents du travail. En 2010, pour 18,3 millions de salariés, il y a eu 659 000 accidents du travail, qui ont généré 37,2 millions de journées perdues et qui ont entraîné 529 décès. 5 ans plus tard, alors que pendant ce temps, le Code du travail a grossi, puisqu'on l'a vu en introduction, il ne fait que grossir, on a 200 000 salariés de plus, donc on est passé à 18,5 millions de salariés. Le nombre d'accidents du travail a diminué, puisqu'on est passé à 624 000 accidents du travail. Mais moi, ce qui me pose question, c'est ça. Là où on était à 37,2 millions de journées perdues, on est passé à 39,6. Donc ça veut dire que les accidents du travail, bien qu'ayant diminué en nombre, sont devenus nettement plus sévères et sérieux. Et dans le même temps, là où nous avions 529 décès en 2010, nous en avons eu 545. Donc pour rebondir sur ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que, selon l'adage trop d'impôts tue l'impôt, trop de code tue le code. C'est-à-dire que quand on a un code du travail qui devient excessivement complexe à lire, à comprendre, à interpréter et à appliquer, eh bien on arrive à cette situation-là. Certes, il y a moins d'accidents du travail, c'est dû notamment à la présence dans les entreprises de ce que l'on appelle le document unique, où il y a obligation par tous les chefs d'entreprise de recenser quels sont les risques au niveau du travail dans leur entreprise. Donc il y a moins d'accidents du travail, mais les accidents du travail sont devenus beaucoup plus graves, tant en nombre de journées perdues qu'en nombre de décès. Alors par rapport justement à la complexité du droit du travail, je voulais vous faire rigoler un tout petit peu. Enfin, je ne sais pas si ça vous fera rire, mais... il y a eu, la semaine dernière, le 7 mai, 2 publications au journal officiel que j'ai retenues comme ça. Alors, on ne voit pas forcément très bien, mais la première publication est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que les employeurs, je vais remonter un tout petit peu, les employeurs qui ont des salariés, moins de 25 salariés, qui souhaitent prendre leur repas dans les locaux affectés au travail, doivent impérativement, à partir du 1er juillet 2017, adresser une déclaration à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail pour bien préciser que les employés, quand ils mangent sur place, ils ont tout ce qui est nécessaire, puisqu'on doit préciser les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l'emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Donc ça, c'est encore une strate de plus que l'on est venu rajouter la semaine dernière au Code du travail.
Et ce qui me désole un tout petit peu là-dedans, ce n'est pas que l'on doit faire cette déclaration, c'est que ça tombe tellement sous le coup du bon sens de permettre à ces salariés de manger dans de bonnes conditions quand ils veulent manger sur place, que je suis complètement effrayé qu'il faille obligatoirement faire une déclaration à l'inspection du travail pour le dire. On en parlait encore tout à l'heure avec Bernard. Alors c'est bien parce que je vous vois réagir les uns les autres. Je pense que tout à l'heure on va avoir des débats sympathiques. On en parlait encore tout à l'heure avec Bernard. Ça y est, j'ai perdu le fil de... Qu'est-ce qu'on disait? Je m'en rappelle plus. Tu sais plus? Toi non plus? Ça tombait sous le bon sens, non? Oui, ça tombait sous le bon sens. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. C'est ballot, hein. Pourtant, c'était intéressant ce que j'avais à dire. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc, ça tombait sous le bon sens de permettre à ces salariés de manger correctement. Alors ensuite, ça c'est beaucoup plus sérieux et c'est beaucoup plus problématique. C'est donc paru la semaine dernière au journal officiel. C'est un décret qui vise au renforcement des règles pour lutter contre les prestations de services internationales illégales. Là aussi, c'est une autre problématique. Alors je sais que notre nouveau président a décidé de prendre un certain nombre de dossiers à bras-le-corps, dont celui-là, c'est-à-dire le problème des salariés détachés. Des salariés qui sont employés dans un autre État de l'Union et qui viennent réaliser des prestations dans notre pays en étant rémunérés au tarif de l'autre État de l'Union. Et ça, effectivement, ça pose problème. Il y a une autre problématique que l'on a au niveau du travail en France, c'est toute la problématique de l'auto-entrepreneuriat, enfin du micro-entrepreneuriat, puisque c'est la dénomination légale depuis le 1er janvier 2016. J'évoquais tout à l'heure ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises où justement pour lutter contre les effets de seuil, alors je rappelle simplement les effets de seuil, ça veut dire que au-delà d'un certain seuil dans une entreprise, il y a de nouvelles obligations. Au-delà de 10 salariés, de 11 salariés, de 20 salariés, de 50 salariés, de 200 salariés, les entreprises se retrouvent confrontées soit à de nouvelles taxes ou impositions, soit à de nouvelles organisations au sein de l'entreprise qui visent à représenter les salariés et à défendre les droits des salariés. Et du coup, certains employeurs, pas forcément très scrupuleux, en disant à leurs salariés, écoute, tu travailles bien, j'aime bien ce que tu fais, mais tu travailles tellement bien que je voudrais te faire travailler plus, mais on est déjà à 39 heures par semaine et j'ai pas le droit de t'employer plus. Alors, ce que je vais te proposer, c'est que tu vas sortir de mon effectif salarié, tu vas t'installer en tant que micro-entrepreneur, tu vas travailler pour moi, et puis là, tu n'auras aucune autre limitation de chiffre d'affaires que la limitation de la micro-entreprise, c'est-à-dire 33 100 € par an. Et là-dessus, tu auras 25%, très schématiquement, de cotisations sociales à payer, et après, tout le reste, c'est tout bénéf pour toi. Et donc, c'est une tentation qu'ont beaucoup de chefs d'entreprise et qu'ont beaucoup de salariés. Parce que notre salarié qui était au SMIC, qui était à 1 450 € par mois, c'est-à-dire, si je calcule à peu près bien, ça doit faire du 17 400 € net annuel, eh bien, au lieu du 17 400 €, une fois les 25% de charges déduites, il va lui rester, grosso modo, 24 000 €. Donc, il va avoir la possibilité de gagner 6 500 €, un tout petit peu plus, de plus par an. Vous vous souvenez des chiffres que j'ai évoqués pour le logement, etc. 6 500 € de plus par an. Je pense qu'aucun ici dans cette salle ne cracherait dans la soupe pour les avoir en plus. Et moi le premier. Parce que contrairement à ce que l'on pense, les experts comptables ne sont pas forcément tous riches. Voilà. Je referme ma parenthèse. Donc, un certain nombre de chefs d'entreprise disent à leurs employés, tu vas t'installer en tant que micro-entrepreneur, et puis comme ça, tu vas gagner plus.
Les chefs d'entreprise méconnaissent souvent leurs obligations, et la première de leurs obligations, c'est de s'assurer que les micro-entrepreneurs qu'ils font travailler soient bien à jour de leur versement de cotisation. S'ils ne le vérifient pas, et si le micro-entrepreneur, au lieu de gagner que 24 000, préfère gagner 33 000 sans rien reverser alors qu'il devrait, eh bien à ce moment-là, en cas de contrôle par l'URSSAF ou par l'administration fiscale, c'est du salariat déguisé. Et là, le chef d'entreprise, il en prend, entre guillemets, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, plein la gueule, parce que les 33 000 € qu'il aura versés à son micro-entrepreneur, ça va être de la rémunération nette, et donc il peut compter sur une trentaine de milliers d'euros en plus à verser au titre des contributions sociales. Donc, ça c'est un premier risque. Le deuxième risque, c'est que si le donneur d'ordre du micro-entrepreneur est unique, c'est-à-dire qu'il ne travaille que pour un seul donneur d'ordre, à ce moment-là, c'est du salariat déguisé et il y a requalification quasi systématique par tous les services de l'État. Donc, tout ça pour dire que sur ce texte, on est en train d'échafauder un certain nombre de règles franco-françaises pour lutter contre les salariés détachés et contre la politique du n'importe quoi. Parce qu'une fois de plus, on a mis la charrue avant les bœufs. Alors je vais faire mon petit couplet sur la construction européenne qui n'a pas été faite dans le bon sens. Ça plaira à certains, peut-être pas à d'autres. Mais on a mis la charrue avant les bœufs quand on a fait la construction européenne. C'est-à-dire qu'on a oublié d'avoir une certaine harmonie du droit avant de faire la construction de la monnaie, la construction financière. C'est l'argent qui a primé. Je referme ma parenthèse. Donc, toujours est-il que là, on a un texte. Alors, celui-ci est un peu plus long que le précédent, puisqu'il fait 5 pages. Et tout ça, c'est un certain nombre d'obligations qui incombent aux employeurs, aux donneurs d'ordre publics et aux employeurs et aux salariés pour lutter contre les prestations de services internationales illégales. Je reviens sur ma santé et ma sécurité au travail. Donc, on voit là très concrètement, les chiffres sont là, on voit très concrètement que le Code du travail, bien que s'étant épaissi, bien qu'ayant connu des réglementations de plus en plus pointues, n'a pas protégé pour autant davantage les salariés, puisqu'il y a eu davantage de journées perdues et davantage de décès. Donc, malgré les progrès techniques et la législation toujours accrue, les dégâts causés par les accidents, pourtant moins nombreux, augmentent. Le principe, pourtant, est simple. Nous devons travailler en sécurité. Cela veut dire qu'il doit y avoir une volonté du salarié et de l'employeur de préserver la santé de tous. Je précise du salarié et de l'employeur, parce que j'ai un certain nombre de clients, employeurs, qui me disent « Moi, je donne tous les équipements de sécurité à mes employés, mais ça les enquiquine et ils ne veulent pas les mettre. » Toutes les jurisprudences sur les accidents du travail pour lesquels les salariés n'étaient pas porteurs de tous les équipements de sécurité ont toujours, ou quasiment toujours, abouti à une faute inexcusable de l'employeur. L'employeur donne les équipements, il dit au salarié « tu les mets », le salarié dit « d'accord patron, je les prends », il ne les met pas, c'est la faute de l'employeur. Là encore, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. On a l'impression que tout le monde n'est pas dans le même bateau, tout le monde ne veut pas aller dans la même direction. Il est important, quand on travaille, de travailler en sécurité. Que l'on soit employeur ou que l'on soit salarié. Et il est complètement effarant de voir un certain nombre de travailleurs, notamment dans le bâtiment et les travaux publics, qui travaillent dans un milieu excessivement bruyant et qui ne portent pas les casques
ou les protections auditives de sécurité. Je suis effaré quand je vois tous les travailleurs qui manient l'asphalte pour nos belles routes. Elles sont plus belles en Espagne, hein, cela étant. Mais pour nos routes, parfois un peu cabossées, qui ne portent aucun masque de protection. Or, nous, dès qu'on passe à côté, on ne supporte plus ces odeurs. On ne supporte pas ces odeurs. Il y a un certain nombre de comportements qui sont difficilement compréhensibles. Donc, le principe est simple, c'est que nous devons travailler en sécurité, mais ce que l'on remarque aussi, c'est que souvent les accidents du travail sont causés par un manque de formation initiale à la sécurité et aux bonnes postures. Dans les différentes entreprises dans lesquelles nous travaillons ou nous avons pu travailler, combien nous voyons de personnes qui se penchent comme ça pour ramasser et soulever quelque chose? Nous savons à peu près tous que la bonne posture, c'est celle-ci. Et que quand on se baisse comme ça, on fait souffrir notre dos. D'ailleurs, ça nous arrive aussi à nous au quotidien dans nos maisons. Hein. Donc, une formation initiale de qualité permettrait aussi d'éviter ce type d'accident. On a un défaut de formation initiale, on a un défaut d'investissement. Les entreprises n'ont pas le matériel qui permet de respecter la sécurité ou le travail dans de bonnes conditions, des bonnes conditions de travail. Défaut d'investissement parce qu'à un moment donné, quand une entreprise n'investit pas, c'est qu'elle n'a pas confiance, c'est qu'elle n'a pas de vision à moyen et long terme. Et je reviendrai tout à l'heure sur les visions à moyen et long terme. Si on n'a pas ces visions à moyen et long terme, on n'investit pas. Si on n'investit pas, l'entreprise, petit à petit, elle meurt. Et un exemple de ce défaut d'investissement est intervenu ce week-end, alors de façon beaucoup plus aiguë en Grande-Bretagne, avec la cyberattaque dont on a tous entendu parler. En Grande-Bretagne, ça a été excessivement problématique dans tous les hôpitaux. Pourquoi ? Parce que leur matériel informatique était obsolète. On veut faire des économies, ou on ne veut pas investir. Résultat, on se retrouve dans des situations qui peuvent être catastrophiques. Et donc, dans ces conditions-là, quand on n'a pas de vision à moyen et long terme, que l'on n'investit pas, eh bien, on arrive à une situation de mort de l'entreprise. Il me semble que je voulais rajouter quelque chose, mais là aussi, ça doit être un début de sénilité. C'est pas grave, ça reviendra. Puis peut-être qu'avec vos questions, ça interviendra. Je vais maintenant aborder une partie un peu plus épineuse. Ouf, ah oui, j'ai vu des visages qui se crispaient. Syndicats et actions syndicales. Je suis profondément et intimement persuadé que les syndicats, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, ont eu des actions merveilleuses pour la protection des salariés. Mais quand je regarde l'évolution récente du syndicalisme, j'ai un peu l'impression, alors je vais peut-être me fâcher avec certains parmi vous, hein, vous n'en voudrez pas, mais j'ai un peu l'impression qu'on aboutit à une professionnalisation du syndicalisme. Et je vais prendre un exemple concret chez moi, dans la profession de l'expertise comptable. Nous avons 2 syndicats professionnels. Et nos confrères qui font partie de ces syndicats qui sont élus consacrent 25 à 50% de leur temps à l'action syndicale. Dans certaines entreprises, très grosses entreprises, nous savons qu'il y a certaines personnes qui passent l'intégralité de leur temps dans l'action syndicale. Ça me pose question. Je parlais tout à l'heure de nos chers députés qui ont complètement perdu de vue ou qui n'ont jamais vu ce qu'était concrètement le travail dans l'entreprise.
Je peux me poser la même question sur les syndicalistes professionnels. Donc, il est important de respecter le droit syndical. Les syndicats sont là comme des sonneurs d'alerte, d'alarme. Ils ont une action concrète au niveau des comités d'entreprise. Mais quand on aboutit à une professionnalisation du syndicalisme, je pense qu'on a oublié de mettre des barrières à un moment donné. Et la preuve en est de ce que j'ai appelé les dernières inventions ou négociations. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes tenu au courant de ces dernières choses que je vais évoquer. Ça part forcément d'un bon principe, d'une bonne idée, d'un bon sentiment, d'une volonté de protéger les salariés. Sauf que on a abouti à une usine à gaz extraordinaire. Le premier élément, ça concerne la formation professionnelle tout au long de la vie. Alors ça aussi, c'est une part non négligeable du Code du travail. Ça représente 400 à 500 pages. La formation professionnelle tout au long de la vie. Ça part d'un bon principe, c'est-à-dire que quand on est en poste dans une entreprise, il faut à un moment donné maintenir ses connaissances à jour. C'est plus que nécessaire. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire le contraire, puisque en tant qu'expert comptable, j'ai une obligation de formation continue, une obligation. Je ne peux pas ne pas tenir à jour mes connaissances. De même, les médecins, par exemple, ont aussi cette obligation, les avocats aussi. Il y a un certain nombre de professions qui ont des obligations. Je mets un point d'honneur au sein de mon cabinet à ce que mes collaboratrices, chaque année, partent minimum 3 jours en formation. J'ai conduit avec beaucoup d'intérêt les entretiens professionnels qui sont désormais obligatoires. Le premier entretien professionnel devait se tenir dans les entreprises avant le 5 mars 2016 de mémoire, à 2-3 jours près. Donc j'ai tenu mes entretiens professionnels avec mes collaboratrices. Dans le cadre de... Les entretiens professionnels, c'est justement pour voir quelle va être l'évolution professionnelle de chacun au sein de l'entreprise, quelles peuvent être les actions de formation à entreprendre, les évolutions de carrière, etc. La première de mes collaboratrices qui est passée dans mon bureau pour cet entretien professionnel, elle a commencé à me dire « Xavier, ça sert à rien, on se voit tous les jours, on n'a pas besoin de ça. » Je lui ai dit « Edith, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, mais cela étant, on va quand même faire l'entretien professionnel parce que, premièrement, c'est obligatoire, et qu'il paraît, je crois me souvenir, qu'en 1995, en tant qu'expert comptable, j'ai juré de respecter et de faire respecter la loi. Donc il faut quand même que je m'y plie un tout petit peu. Donc on va le faire, premièrement parce que c'est obligatoire, et deuxièmement, parce que moi, je suis persuadé que c'est une bonne chose. Alors, quelque chose qu'elle estimait inutile, cet entretien avec elle a duré plus d'1 heure et quart. 1 heure et quart pour quelque chose qui est inutile, j'ose pas imaginer si ça avait été utile. On y aurait passé la semaine. Donc, toujours est-il que cet entretien professionnel m'a permis, avec chacune de mes collaboratrices, de faire le point sur les formations qu'elles allaient suivre sur l'année qui suivait, de leur progression professionnelle dans les indices du cabinet d'expertise comptable, des nouvelles fonctions qu'elles auraient au fur et à mesure, de leur progression professionnelle. Mais très franchement, moi, en tant que chef d'entreprise, bon père de famille, j'avais pas besoin d'une loi pour m'obliger à faire ça. Parce que de toute façon, c'était quelque chose que je faisais, alors certes beaucoup plus intuitivement, précédemment. Et que j'ai toujours veillé à ce que mes collaboratrices soient correctement formées. C'est tout bête, hein. Plus la formation de mes collaboratrices est pointue, meilleure elle est, meilleures seront les prestations de mes clients, pour mes clients. Et mes clients, ils seront contents. Bon, déjà, ils sont ravis de venir me voir parce que j'ai un beau visage, je suis souriant, je suis avenant, je leur offre le café, je leur fais la bise, surtout aux filles. Voilà. Mais beaucoup plus sérieusement, la formation permet d'obtenir une prestation de qualité. Et la prestation de qualité, c'est un client qui est satisfait, qui en parle, qui est heureux de venir, qui ne rechigne pas trop au paiement de ses honoraires,
c'est aussi important. Ben voilà. Donc toujours est-il que la formation professionnelle tout au long de la vie a abouti au fameux le CIF, le congé individuel de formation, au fameux DIF, le droit individuel à la formation, qui est devenu désormais le compte personnel de formation. Ça part d'un excellent sentiment, sauf que c'est une telle usine à gaz qu'au jour d'aujourd'hui, il y a moins d'un quart des salariés en France qui ont ouvert leur compte personnel de formation. Alors moi, je l'ai ouvert parce que je suis curieux de nature, et puis parce que je respecte la loi. C'est vrai que c'est une usine à gaz. Puis c'est hyper mal foutu. Puis c'est à nous, salariés, de venir renseigner les droits à la formation que nous octroie notre employeur par rapport à notre emploi, mais il faut enlever les formations que l'on a fait passer sur le droit individuel à la formation pendant l'année. C'est une usine à gaz. Autre chose qui part d'un excellent sentiment, là, ça, là, c'est très bien. C'est très bien. Nous savons pertinemment qu'il y a certains emplois qui sont excessivement usants pour le corps ou pour l'esprit. Parce qu'on parle de la pénibilité pour le corps, notamment avec les métiers de manutention, tels que maçon par exemple. Les métiers qui sont épuisants pour le corps, tels que tous ceux qui travaillent en milieu hyperbare, tous ceux qui sont soumis au bruit, tous ceux qui sont soumis à la chaleur ou au froid. Mais les standardistes dans nos entreprises, qui ont le téléphone qui sonne sans arrêt, qui sont tout le temps en train de répondre avec les sonneries stridentes, enfin plus ou moins stridentes, maintenant ça s'est amélioré quand même, elles aussi, elles vivent des conditions de travail qui sont pénibles. Et pourtant, dans le compte pénibilité, on n'en parle pas, à ma connaissance. Je ne connais pas tout par cœur. Les 3038 pages du Code du travail, je ne les connais pas par cœur. Toujours est-il que, en voulant protéger les salariés, on a mis en place de telles usines à gaz que du coup nous sommes incapables d'utiliser tout ça, pour beaucoup, et que par conséquent, en voulant donner plus de droits aux salariés, on aboutit à l'effet catastrophiquement inverse. Nos salariés qui n'ont pas rempli leur compte personnel de formation perdent des droits à la formation. Parce qu'à un moment donné, ceux qui ont mis en place tout ça, c'est-à-dire nos chers grands commis de l'État, qui sont dans les hautes sphères des ministères à Paris, et nos syndicalistes professionnels ont perdu de vue la réalité de l'emploi au quotidien. Je le répète, ce ne sont que mes opinions. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je vous autorise, je suis gentil. Et donc on aboutit à une intellectualisation de la démarche syndicale. Or, le syndicat, c'est pas ça. Enfin, moi, dans ma conception bien terrienne, le syndicalisme, ce n'est pas ça. C'est le syndicat devrait être comme un employeur, un bon père de famille. Il devrait travailler la main dans la main pour aboutir à la même chose, c'est-à-dire à ce que l'entreprise marche correctement avec des salariés qui soient heureux de venir travailler. Je raconte toujours deux choses que je fais dans mon entreprise, où, pour l'une des choses, je suis totalement... Enfin, selon certains juristes, je suis, paraît-il, hors la loi. Je vous expliquerai pourquoi je ne suis pas hors la loi. La première chose, c'est que, en tant qu'expert comptable, je suis donc chef d'entreprise. Si j'ai besoin de prendre une demi-heure ou une heure pour faire une course, je la prends, ça ne regarde que moi, je me le bloque dans mon agenda, et personne n'a rien à me dire, c'est moi le chef. C'est chouette. À un moment donné, je me suis dit, je m'offre cette possibilité. Alors, certes, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir me l'offrir avant,
Je m'offre cette possibilité. Pourquoi est-ce que mes salariés n'auraient pas aussi cette possibilité-là? Alors, systématiquement, quand mes salariés me disent j'en ai une qui est enceinte là, ça me réjouit, je suis heureux pour elle, c'est vraiment un grand bonheur. Quand elle nous a annoncé ça, j'étais ravi, mon associé tirait la gueule, et moi j'étais ravi. Et donc, elle a bien évidemment des échographies au 3e, 5e, 7e mois, etc. Et bien, quand elle a besoin de sa matinée pour aller passer son échographie, ça va, c'est pas trop loin, c'est à Bagatelle, c'est au bout de la rue, tout va bien, eh bien, elle prend sa matinée pour aller passer son échographie. Nous travaillons en bonne intelligence, en bonne entente. Je sais que le temps qu'elle aura passé à son échographie, elle le récupérera après. Je travaille totalement en confiance avec mes collaboratrices. La confiance n'exclut pas le contrôle, mais totalement en confiance. Donc, pour institutionnaliser cette capacité que moi j'ai de prendre du temps pour moi quand je veux, ou à peu près, enfin, sachant que quand il y a du boulot à faire pour les clients, il faut terminer à minuit, il faut terminer à minuit, ou quand il faut commencer à 5 h du matin, je commence à 5 h du matin, mais là c'est autre chose. Donc, mes collaboratrices travaillent un quart d'heure de plus chaque jour, et un vendredi après-midi sur 4, elles l'ont de libre pour les démarches administratives, pour les rendez-vous chez le médecin, pour aller faire les courses sans qu'il y ait trop la foule. Quoique le vendredi après-midi, c'est pas forcément gagné, etc. Donc ça, c'est la première chose que j'ai mise en place pour mes collaboratrices. On n'a pas eu besoin d'une longue action syndicale pour ça. Je leur ai dit, tenez les filles, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Elles ont dit, ah ouais, c'est super. Et puis voilà, on n'a signé aucun accord, j'ai rien publié, j'ai rien envoyé à la direction du travail, j'ai pas besoin de ça. Tout le monde est content, tout le monde y trouve son compte. Moi, mes collaboratrices sont contentes de travailler chez moi, et elles sont contentes parce qu'elles sont estimées, elles sont respectées, elles sont considérées. Deuxième chose, ça nous arrive à tous d'être malades. Moi, j'essaye d'éviter, mais ça nous arrive à tous. Et donc, mes collaboratrices, moi, je leur propose, quand elles sont malades, je leur dis, je vous laisse le choix. Soit vous me remettez votre arrêt de travail, mais auquel cas je suis obligé de vous décompter les 3 jours de carence. Je reviendrai sur les 3 jours de carence tout à l'heure, dans le point numéro 4. Je suis obligé de leur décompter les 3 jours de carence, donc ça veut dire que j'ampute leur rémunération d'1/10. Moi, vous voyez, ça me... Je repense aux chiffres de tout à l'heure. 1/10 en moins. Donc soit ça, soit elles ne me le donnent pas, et elles récupèrent leurs heures. Sachant qu'on a un accord d'annualisation du temps de travail quand même au sein du cabinet, et que par conséquent, les heures supplémentaires, elles sont payées une fois par an. Et qu'on a une activité qui est un tout petit peu saisonnière, bien que n'étant pas reconnue comme saisonnière, dans la définition légale du droit du travail, mais dans les cabinets d'expertise comptable, je ne sais pas, il y a des déclarations, paraît-il, à faire ces jours-ci. Vous en avez entendu parler? Vaguement? Je rappelle simplement que pour ceux qui ont gagné plus de 28 000 € de revenus fiscaux de référence en 2015, vous devez obligatoirement télédéclarer vos revenus si vous avez un accès Internet chez vous. Je referme ma parenthèse impôt sur le revenu. Donc toujours est-il qu'on a une activité qui est quand même un tout petit peu saisonnière, et du coup, il y a forcément une partie de l'année où elle travaille davantage. Alors il y a l'une de mes collaboratrices qui dit « Ah ben moi je veux avoir une semaine de plus de vacances l'été ». L'autre qui dit « Ben moi je préfère avoir une semaine de plus de vacances l'hiver ». Et une troisième qui dit « Moi c'est un peu plus compliqué pour moi à la maison, je préfère avoir les heures supplémentaires qui me soient payées ». Voilà. On travaille en bonne intelligence, et donc ça veut dire qu'en bonne intelligence aussi, moi ça me fend le cœur d'amputer la rémunération mensuelle d'1/10, et par conséquent, en règle générale, elles ne me remettent jamais aucun arrêt de travail. Et tout le monde est ravi, y compris la CPAM. Mais parce que nous fonctionnons en bon père de famille. Je me veux être un bon père de famille. Mes collaboratrices sont, entre guillemets, mes enfants. Voilà. C'est une vision certainement pas essayiste, qui a ses limites, parce qu'un enfant, on n'hésite pas à l'engueuler quand il fait... à le gronder, pardon, quand il fait une bêtise. Donc mes collaboratrices, quand elles font des bêtises, je leur dis. Quand elles font les choses bien, je leur dis aussi. Parce qu'un enfant aussi, il a besoin
d'entendre de la part de ses parents « Je suis fier de toi, tu as bien travaillé ». Et tout se passe très bien. Voilà. Donc ça, c'était sur le syndicat et l'action syndicale. Et mon quatrième point, il paraît, j'ai entendu dire, qu'en 1789, le 4 août, la nuit du 4 août, très précisément, il y avait eu l'abolition des privilèges et des droits féodaux. Sauf que de nouveaux privilèges sont apparus. Les privilèges de nos chers politiques, nous le voyons au quotidien, les privilèges de l'argent, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt, des régimes sociaux différents que rien ne justifie dans une république qui marque sur les frontons de ses mairies et de ses écoles liberté, égalité, fraternité. À ce niveau-là, pourquoi mes collaboratrices qui sont salariées, quand elles sont malades, on leur décompte 3 jours de carence, et pourquoi certaines populations, quand ils sont malades, on ne leur décompte aucun jour de carence? C'est contraire à tout l'esprit de notre République. Je suis un peu révolutionnaire dans l'âme, hein, vous avez dû vous en rendre compte. Donc les régimes sociaux différents, rien ne le justifie, si ce n'est l'apparition de nouveaux privilèges. Et c'est pour ça que je parle des privilèges des fonctionnaires, ne serait-ce que pour ce jour de carence. Pourquoi y aurait-il une sécurité de l'emploi d'un côté, pas de l'autre? Qu'est-ce qui le justifie? Pourquoi y aurait-il des régimes de retraite différents les uns des autres? Pourquoi l'État, pour des cours que je viens de donner sur les mois de mars, avril et mai à Bordeaux INP, ne me rémunérera que au mieux en septembre ou en octobre? Pourquoi? Qu'est-ce qui le justifie? Sachant que moi, si l'un de mes salariés, à la fin du mois, n'a pas son bulletin de paye et au pire, au 5 du mois, n'a pas sa rémunération sur son compte bancaire, il est en droit de me mettre au prud'homme et d'exiger ce qui lui est normalement dû. Pourquoi? Pourquoi a-t-on créé ces nouveaux privilèges que l'État se prend en tout premier, hein? L'État s'accorde des droits que, par sa fonction régalienne, il n'accorde pas au privé. L'État, par sa fonction régalienne, avec les lois qui ont été votées par l'État, oblige le respect de certaines conditions de paiement, et notamment d'un temps limite pour payer les factures au privé, et l'État paye à 180 jours. Pourquoi? Alors, concrètement, on le sait, c'est parce que les caisses de l'État sont vides. Parce que quand on travaille avec du déficit public depuis, grosso modo, le début des années 80, à peu près 1980, chaque année, forcément, à un moment donné, quand on a 100% du PIB, ou presque, qui est dû en déficit public cumulé, à un moment donné, ça devient très compliqué, surtout quand on n'a plus la maîtrise monétaire. Ah, et là, il y aurait un très très long débat à faire là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que si l'une de mes entreprises clientes a 100% de son chiffre d'affaires en perte cumulée, eh bien, elle va au tribunal de commerce. En fait, elle y allait avant, hein, parce que ne faut pas attendre d'être à 100% de chiffre d'affaires en perte cumulée pour aller devant le tribunal de commerce. Et on liquide l'entreprise. Donc là encore, l'État se permet des choses qu'il ne permet pas aux autres. D'où, pour moi, la nécessité d'avoir un statut unique et équitable du travailleur. Alors vous remarquerez que par un subtil
glissement, je suis passé de égalitaire à équitable. Parce que ça, c'était l'un de mes propos lors de la dernière conférence, et je vais ressortir un petit schéma tout à l'heure. L'égalité n'existe pas. L'équité, oui. L'égalité, ça n'existe pas. Nous sommes tous différents. Comment pouvons-nous être égaux? Je suis différent de chacun d'entre vous. Nous ne sommes pas égaux. Alors nous sommes égaux en droit, paraît-il. Et là, je vous glisse un petit quelque chose qui m'amuse beaucoup. Si vous avez remarqué, si vous avez regardé attentivement vos déclarations de revenus, j'y reviens parce que c'est un peu mon dada ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi. Vous avez remarqué que si vous déposez une déclaration papier, vous avez jusqu'au 17 mai. Et si vous télédéclarez par Internet, vous avez, suivant votre département de résidence, 3 dates différentes. C'est illégal et anticonstitutionnel. Pourquoi? Parce que j'habite en Gironde, j'aurai moins de temps que mon père qui habite dans les Pyrénées-Atlantiques. Aucune raison. Aucune raison. C'est illégal et anticonstitutionnel. Ce qui fait qu'en fait, pour déclarer les revenus de mes clients, je m'accorde toujours un délai supplémentaire. Et dans les petits commentaires en toute fin de déclaration, je rappelle que l'article 1er de la Constitution veut que nous soyons tous égaux devant la loi. Donc je referme ma parenthèse sur l'impôt sur le revenu. Et donc j'étais en train de dire que pour moi il y avait la nécessité d'avoir un statut unique et équitable, donc avec un glissement audacieux de égalitaire vers équitable du travailleur. Ce qui me désole aussi à ce niveau-là, c'est de voir les écarts de rémunération que nous pouvons avoir dans notre pays. Alors, je ne suis pas fanat de foot, vous allez vous en rendre compte, parce que quand je vois que certains footballeurs gagnent 1 million d'euros par mois pour taper dans un ballon, en un mois, ils vont gagner plus que moi pendant toute ma vie professionnelle, 2 fois plus que moi pendant toute ma vie professionnelle à peu près. Ça vous choque pas? J'ai reçu aujourd'hui une invitation à signer une pétition contre la nomination d'Alexandre Bompard, je crois, comme PDG de Carrefour. Parce que ce monsieur, actuellement, a une rémunération de 14 millions d'euros par an. Ça me désole, 14 millions d'euros par an. Notre nouveau président, paraît-il, a eu des rémunérations très conséquentes quand il était à la banque Rothschild. Je suis accessoirement un tout petit peu surpris, en voyant sa déclaration de patrimoine, de voir qu'il possède si peu de choses, puisqu'il ne possède aucun bien immobilier. Mais voilà, ce ne sont que des interrogations. Hein. Et d'ailleurs, j'ai regardé, du coup, alors c'est très amusant, je vais juste faire une aparté sur les déclarations de patrimoine. Je ne comprends pas, Jean Lassalle nous avait dit qu'il avait 3 bergeries à rénover, il n'en parle pas dans sa déclaration de patrimoine. Là, vraiment, je trouve que c'est exagéré. J'ai une tendresse extraordinaire pour cet homme. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a du cœur, qui a une volonté, enfin voilà. Je referme ma parenthèse sur Jean Lassalle. Donc, j'ai regardé toutes les déclarations de patrimoine, il y en a 2 qui m'ont interpellé. Comme par hasard, ce sont celles des 2 finalistes. Monsieur Macron ne déclare aucun patrimoine immobilier. Il est marié sous le régime de la communauté légale depuis 2007. En 2012, il a obtenu un prêt immobilier pour des travaux, alors qu'il ne détient aucun patrimoine immobilier. Moi, si je vais voir mon banquier, et moi je suis que Xavier Forsens, je ne suis pas Emmanuel Macron de la banque Rothschild, parce que je pense que ça devait être à peu près cette époque-là, ou alors Emmanuel Macron, conseiller peut-être de François Hollande à l'Élysée, enfin, c'est à peu près dans cette période-là. Moi, si je vais voir mon banquier pour lui demander un prêt immobilier pour des travaux, il va me dire, vous êtes propriétaire de votre bien immobilier? Si je lui dis non, il va me dire, mais je ne peux pas, hein, vous prêtez à vous. Pourquoi je vais vous financer des travaux sur un bien qui ne vous appartient pas? Vous pouvez être caution. Mais le prêt immobilier ne sera pas à votre nom. Et donc, dans la déclaration de patrimoine, il faut marquer caution d'un prêt immobilier. Et il ne faut pas dire qu'on a un prêt immobilier.
Et alors ensuite, là où j'ai beaucoup rigolé, et c'est là où je me suis rendu compte que de temps en temps, avoir les bons conseils d'un bon expert comptable pour remplir des documents, c'est pas mal. Là où j'ai beaucoup rigolé, c'est sur l'autre finaliste. Alors, est-ce que vous avez regardé des déclarations de patrimoine des candidats? Non? Alors, dans ces déclarations de patrimoine, on dit tout ce que l'on a. Les biens immobiliers, les placements financiers, les comptes en banque, etc. Et donc, Madame Le Pen, dans ses comptes en banque, elle mentionne un compte à la Société Générale, je crois, sur lequel il y a 3 628 000 euros. Et elle marque à côté, moins 3 610 000 euros d'un prêt obtenu pour l'élection présidentielle. Sauf qu'ensuite, tout à fait à la fin de la déclaration de patrimoine, on déclare ce que l'on doit. Et dans ce qu'elle a déclaré comme étendu, elle a mentionné 3 610 000 euros d'un prêt en vue de l'élection présidentielle. Je ne sais pas vous, mais pour moi, elle a déduit 2 fois la même chose. Donc elle s'est vaguement trompée de 3 610 000 euros sur sa déclaration de patrimoine. C'est une paille. Hein? Je referme ma parenthèse, ma nouvelle parenthèse. J'aime beaucoup les parenthèses. Et du coup, je ne sais plus d'où j'en étais parti, si ce n'est qu'il devait y avoir un statut unique et équitable du travailleur, et avec des rémunérations à un moment donné qui soient cohérentes. Quand il y a quelqu'un qui gagne 14 millions d'euros par an, moi, ça me semble complètement irréaliste. Sachant que déjà, sur les 14 millions, il y en a 42% qui vont partir à l'État. À quoi ça sert? Quelle est l'utilité? Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les valeurs que cela véhicule dans notre société? Ah, là, j'attaque des questions de fond. Notre nouveau président nous a parlé de la création du régime universel d'assurance chômage. Et vous remarquez, j'ai mis un point d'interrogation. Parce que ça me pose question. Je comprends l'esprit. L'esprit, c'est de dire, bien, les chefs d'entreprise, comme moi par exemple, si jamais, pour une raison quelconque, je fais de mauvaises affaires, aujourd'hui, je n'ai droit à aucune couverture d'assurance chômage. Et je préviens. Pardon. Et je préviens tous mes clients qu'il en sera de même pour eux. Parce que on estime que si une entreprise dépose le bilan, c'est avant tout la faute du chef d'entreprise. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend. Parfois, on subit des événements extérieurs. Création du régime universel d'assurance chômage, ça veut dire que tout le monde, y compris les chefs d'entreprise, aurait droit à une protection d'assurance chômage. Pourquoi pas? Mais moi, la question que je me pose forcément, c'est comment est-ce que cela va être financé? L'essentiel des entreprises en France, en nombre d'entreprises, puisque ça représente plus de 90% des entreprises, sont des TPE, très petites entreprises. Dans les TPE, les chefs d'entreprise, pour la plupart, vivotent, ont des rémunérations qui sont correctes, parfois inférieures à celles de leurs salariés. Si on leur rajoute des contributions en plus pour financer ce régime d'assurance chômage, eh bien ça veut dire qu'au niveau rémunération, c'est un peu de leur rémunération qui disparaît. Donc moi, je me pose simplement la question, comment est-ce que ça va être financé? Hein? Alors j'ai des idées, mais on verra bien. On arrive donc à la conclusion. Ce qui est certain, c'est qu'il est plus que nécessaire pour les chefs d'entreprise d'avoir une stabilité de la réglementation et du coût du travail. Je ne vous ai parlé que du Code du travail qui donc représente 3038 pages, mais le Code de la sécurité sociale, qui est son cousin, représente 3440 pages. Avec des évolutions qui sont quotidiennes, ou presque. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus forcément demain, et le sera encore moins après-demain. J'en parlais avec un ami qui est pourtant salarié dans une entreprise, et il me dit, tu vois Xavier, moi si j'ai besoin d'embaucher, je sais qu'aujourd'hui mon salarié que je vais embaucher va me coûter tant. Je suis incapable de dire si l'année prochaine il ne va pas me coûter plus ou moins. D'autre part, m'a-t-il dit, l'une des problématiques, et je le rejoins totalement,
que l'on rencontre au niveau du Code du travail, de notre environnement du droit du travail en France, c'est une problématique juridico-judiciaire. C'est-à-dire que aucun chef d'entreprise n'est à l'abri de se retrouver au prud'homme. Quelle que soit la raison. À tort ou à raison. Là encore, je vais prendre mon exemple concret. Alors, Dieu merci, ça s'est bien terminé, mais l'une de mes salariées, je ne sais pas vraiment ce qui lui est passé par la tête. Je pense qu'elle avait des problèmes financiers, mais plutôt que de venir me voir en me disant « Écoutez Xavier, j'y arrive plus, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Elle est rentrée dans mon bureau un beau jour en me disant « J'ai lu que dans la convention collective, quand on avait un bac, on avait tel coefficient. » Je lui ai dit « Oui. » Eh bien, moi, je n'ai pas ce coefficient, je veux ce coefficient. Je lui ai dit « Rappelle-moi Nathalie. » Elle s'appelle Nathalie. Enfin, elle s'appelait. Enfin, si, elle est toujours vivante, mais plus dans mon cabinet. « Rappelle-moi Nathalie, tu as un bac G1 ?»« Oui. »« Bac G1, c'est secrétariat. »« Oui. » « C'est pas comptabilité. »« Non. » Et bien voilà, tu as ta réponse. C'est pour ça que tu n'es pas ce coefficient. Tu n'as pas de bac comptabilité. Donc il n'y a aucune raison que tu aies une classification comptable liée à un bac comptabilité. Donc toujours est-il qu'à un moment donné, comme elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, c'est-à-dire plus d'argent, plutôt que de venir me dire gentiment Xavier, j'y arrive pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Elle m'a mise au prud'homme. Et avec un avocat, je ne sais pas s'il était performant, en tout cas il était très très virulent, parce que je m'en suis pris plein la tête. Elle me réclamait 70 000 €. Près de 3 années de mon salaire. Comme ça vous savez que je ne gagne pas forcément bien ma vie. 2 ans et demi de mon salaire. Voilà, comme ça vous savez combien je gagne, à peu près. Non, un tout petit peu plus. Oh, je ne sais même plus compter, c'est honteux. Non, près de 3 ans de mon salaire, c'est ça. Donc, en clair, je gagne 2 000 € par mois. Voilà. Donc, toujours est-il qu'elle me réclamait près de 3 ans de mon salaire. Elle est repartie avec 0. Parce que, moi, dans mes relations avec mes salariés, je respecte la loi. Et que, Dieu merci, dans mon cas, le Conseil des prud'hommes l'a reconnu. Mais combien de mes clients j'ai vu être mis au prud'homme avec des demandes qui, franchement, en toute honnêteté, n'étaient absolument pas justifiées et perdre au prud'homme. Donc l'une des problématiques que l'on a aussi, c'est ça. Alors ils perdent parfois au prud'homme parce que il y a quand même, je trouve, une difficulté dans la profession d'avocat. C'est-à-dire que dans la profession d'avocat, on a un grand pot dans lequel il y a une multiplicité de spécialités différentes. Et quelqu'un qui est avocat en droit pénal ne sera pas capable de défendre correctement quelqu'un en prud'homme ou quelqu'un devant un tribunal de commerce. Et ça, c'est aussi une autre problématique, mais c'est une problématique plus juridico-judiciaire de l'organisation du monde de la justice en France, où on a sous un vocable commun des configurations totalement différentes. Et du coup, comme souvent on va voir un avocat parce qu'il m'a été conseillé par un tel qui le connaît bien, il est vraiment très sympa, il est peut-être vraiment très sympa, mais est-ce qu'il a les compétences réelles pour défendre ce type de dossier? Voilà, c'est encore une nouvelle parenthèse que j'ai ouverte. Peut-être que là encore je ne fais pas que des heureux. Il y a des avocats dans la salle? Il n'y en a pas. Ouf, je ne serai pas lynché aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire qu'on a vraiment nécessité aujourd'hui d'avoir une certaine stabilité de la réglementation et du coût du travail, et que, d'autre part, on a besoin d'avoir un droit du travail qui soit plus simple, où on fonctionne en bonne intelligence. Et pour ça, ça demande une réelle révolution des esprits. Et je vais citer juste le titre d'un ouvrage que je n'ai pas lu, mais qui a été rédigé par Franck Morel et Bertrand Martineau en 2016, et qui ont intitulé leur ouvrage « Un autre droit du travail est possible ». Et enfin, ma petite image que j'aime bien, la différence entre égalité et équité.
Et je vous remercie pour votre attention. Merci Xavier. Bon, je pense qu'il va y avoir un petit peu des réactions, donc je vais juste commenter un petit peu. Donc dire que moi ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, le développement du droit du travail, c'était en fait beaucoup lié à la formalisation de ce qui pourrait être informel, et que ça arrivait à devenir au fur et à mesure un carcan, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai bien compris, et qui produisait des effets certainement ou probablement opposés à ceux escomptés. Mais je dois dire qu'il est vrai, je pense que tu es un gestionnaire totalement du type père de famille, et comme on te l'a dit au cours de la dernière conférence, un doux rêveur. Hein. Alors, en fait, moi, j'ai toujours un petit peu l'esprit me tourner et dire, c'est vrai, le chef d'entreprise, le personnel, tout ça, hein, ont le même objectif. Hein, la bonne marche de l'entreprise, nous sommes une équipe, nous sommes tous sur le même bateau, sauf que dans ce bateau à rame, il y en a qui sont au fond, hein, dans la cale et qui rament. Hein. Ils vont tous dans la même direction, tandis que sur le pont d'en haut, il y en a qui se prélassent au bord de la piscine. C'est une belle image. Je suis caricature. On peut l'applaudir. Je passe la parole à qui souhaite, hein, qui la souhaite. Oui, ben, la première question est toujours un peu difficile à poser. Moi, c'est pas trop une question, c'est un peu une déception. Mais le prenez pas, absolument pas contre vous. C'est déjà très bien d'être venu et de faire une conférence sur un sujet aussi polémique. Moi, j'ai eu l'impression d'un espèce de méli-mélo. Alors, je m'attendais à un examen un peu plus rigoureux, peut-être, du Code du travail, avec plutôt que des réflexions personnelles par rapport à votre expérience de chef d'entreprise. Bien que ça ne soit pas inintéressant. Mais si vous voulez, j'ai l'impression que vous mélangez plusieurs niveaux. Alors, je veux pas intellectualiser les choses, j'en suis pas capable, ce que vous reprochez aux syndicalistes. J'ai été syndicaliste longtemps, hein. Jamais professionnel, me semble-t-il. Tant mieux. Ben non, j'ai toujours travaillé et j'ai toujours essayé de mélanger les deux, ça n'a pas toujours été facile. Bon. Et je m'en suis pris parfois plein la gueule, parce qu'il y a cet aspect-là dont vous ne parlez pas, c'est que les syndicalistes, ils en prennent souvent plein la gueule, y compris dans un milieu dont on pourrait s'attendre que... Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage que vous mélangiez plusieurs niveaux. Vous n'avez pas... Enfin, moi je pensais naïvement que si le Code du travail était aussi compliqué, et c'est sans doute vrai, c'est qu'il y avait des effets de jurisprudence et de non-respect du droit du travail qui faisaient qu'il y avait un texte nouveau et une jurisprudence. Donc ça augmentait le volume du Code du travail. Après, quand vous dites que vous managez votre entreprise, d'ailleurs vous n'utilisez pas ce mot, comme un bon père de famille, j'ai l'impression d'être dans un monde de bisounours. Dans mon expérience de travail, je travaillais au conseil général, bon, j'étais fonctionnaire territorial, et j'ai jamais eu l'impression que finalement c'était si simple que ça, y compris dans des petits services, de travailler tous en bonne intelligence. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des conflits d'intérêts, qu'il y avait des rapports de force, on pouvait travailler avec un certain nombre de chefs de service, mais que c'était quand même très compliqué. Alors ce monde... Alors, est-ce que c'est du rêve? Non, parce que vous êtes bien ancré dans la réalité quand même. Hein. Mais cette espèce de description de la réalité du travail trop personnalisée me semble
un peu dénué d'intérêt, quoi. Voilà, excusez-moi de vous dire ça comme ça. Alors, je vous remercie. Effectivement, vous avez raison. J'aurais pu, par rapport au thème, reprendre l'intégralité du Code du travail et le démonter, entre guillemets. Mais à ce moment-là, il fallait une semaine. Vraiment. C'est-à-dire, c'est pas une conférence qu'il fallait, c'était une semaine entière, minimum. Vraiment minimum. Premièrement, je n'aurais pas eu le temps de préparer une semaine d'intervention bénévole. Voilà. Même si j'ai été très très gentiment invité au restaurant juste avant, mais bénévole malgré tout. Et puis, si vous voulez, ce n'était pas mon propos. Mon but n'était pas de démonter l'intégralité du Code du travail, parce que l'intégralité du Code du travail se démonte par lui-même. Vous avez parlé, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, sur des évolutions liées à des jurisprudences. Les jurisprudences ne viennent que de l'analyse de textes qui sont imparfaits. Donc la problématique est un tout petit peu différente. C'est-à-dire qu'on a de la jurisprudence parce que les textes ne sont pas carrés, la plupart du temps. Et que, nous le savons très bien, et ça c'est aussi l'un de mes dadas, nos députés et sénateurs sont très peu compétents en matière juridique. On l'a vu d'ailleurs dernièrement lors de la loi sur la citoyenneté, je ne sais plus quoi, où il y a eu 15%, je crois, des décisions qui ont été immédiatement rejetées par le Conseil constitutionnel parce que c'était contraire à la Constitution alors que ça venait d'être voté. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une incohérence dans le travail qui est fait par nos députés. Donc tout ça, c'est ça qui engendre la jurisprudence. Ensuite, donc oui, j'entends votre déception de ne pas avoir eu un démontage du Code du travail, mais vraiment ça aurait pris plus d'une semaine, réellement, parce que le Code du travail, quand vous le regardez sur Légifrance, vous vous rendez compte que déjà il y a 9 livres différents, que dans chacun des livres il y a un certain nombre de chapitres, etc. Enfin c'est 3038 pages. Donc c'est vraiment énorme. Ensuite, un monde de bisounours. Alors, dans mon entreprise, ça se passe très bien. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je ne prétends pas savoir pourquoi ça ne se passe pas bien ailleurs. Mais je pense que ça se passe bien dans mon entreprise parce que chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il y fait, et il n'y a aucun conflit d'intérêt ni de pouvoir. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi, on sait dans quel sens on rame, on sait ce que l'on veut. L'une des problématiques qu'il peut y avoir dans des structures un peu conséquentes, beaucoup plus conséquentes que mon simple cabinet, c'est qu'il y a des luttes intestines de pouvoir qui font que chacun veut tirer la couverture à soi, et que par conséquent, à un moment donné, on est dans un univers qui est beaucoup moins convivial que dans mon cabinet. Mais nous, on est une toute petite structure. Mais c'est un choix que j'ai fait aussi. J'ai fait le choix de travailler dans cette toute petite structure, de construire une toute petite structure, parce que j'aurais très bien pu décider de partir à Paris dans une grosse structure d'expertise comptable, où j'aurais été un expert comptable parmi tant d'autres, où j'aurais travaillé beaucoup plus que maintenant. J'aurais certainement gagné beaucoup plus d'argent, certainement, mais l'argent ne fait pas le bonheur, et puis accessoirement, et c'est une phrase qui n'engage que moi, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Voilà. Merci. Vous avez pris le parti de nous expliquer le droit du travail, je dirais, de façon, certains diraient microéconomique, à partir de votre expérience, de votre entreprise, que vous avez choisi d'animer en ayant un revenu modeste, et avec des clients dont vous n'avez en général vu que les difficultés et pas forcément les comportements. Alors, je voudrais faire plusieurs remarques. La première, c'est que, donc, y compris
dans des entreprises de la dimension de la vôtre, il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas l'intention de se contenter du revenu auquel vous avez décidé de vous contenter. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur la santé de leurs salariés, ça a des conséquences sur les conditions de leur travail, ça a des conséquences sur leurs revenus. Et s'il n'y avait pas de droit du travail, leur situation serait peut-être singulièrement plus compliquée. La deuxième chose, c'est que je crois que le discours antifonctionnaire est tout à fait justifié parce qu'il passe très bien auprès de l'essentiel des publics, y compris les fonctionnaires qui ne se considèrent pas comme visés par le discours parce qu'eux sont différents. Si des statuts ont été adoptés pour les fonctionnaires, ce n'est pas seulement parce que les fonctionnaires ont su se battre pour leur statut. C'est parce que dans une période de construction d'un État à un moment donné, le fait de vouloir une continuité de l'État supposait d'accorder à ses salariés les garanties qui leur ont été données. Ce n'est pas un choix de privilège. C'est bon. Et entre nous, quand ces statuts-là ont été donnés, à diplôme égal, choisir d'être dans la fonction publique, c'était choisir de gagner moins. Bon, et pas de gagner plus. Ça, je crois qu'il faut aussi le dire. La troisième chose, c'est que ce que vous n'évoquez pas et ignorez dans votre présentation, c'est l'évolution de ces dernières décennies en termes de concentration du capitalisme financier et de la manière dont ce capital financier, à la recherche de profits de plus en plus importants, avec y compris ces rémunérations folles que vous avez évoquées, aboutit à ces cascades de sous-traitance et de resous-traitance où au bout du champ, on s'aperçoit que c'est effectivement des travailleurs détachés qui vont faire le sale boulot avec des revenus dérisoires, alors que les entreprises de noces d'ordre vont encaisser les bénéfices. Et il est extrêmement difficile, malgré la complexité du droit du travail, de réussir à faire que Bouygues ou Vinci soient effectivement responsables du fait que, à la base, les entreprises qui sont en sous-traitance de sous-traitance respectent les conditions de travail. Et dans ces conditions-là, dans les conditions d'illégalité, y compris de leur contrat de travail, reprocher aux salariés de ne pas vouloir avoir, en plus des conditions de travail qu'ils ont, une protection qu'ils devraient avoir, eh bien, ce n'est pas des chefs d'entreprise, bons pères de famille, qui s'en occupent et auprès de qui ils sont. Donc je crois que là, vraiment, il y a nécessité de comprendre qu'il y a cette difficulté. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que vous faites comme si l'État était celui qui complexifiait à loisir et par plaisir, alors que dans la réalité des faits, l'État diminue le nombre de médecins du travail, diminue le nombre d'inspecteurs du travail, que les emplois, y compris ceux qui sont prévus dans les schémas d'emploi public, ne sont pas effectivement pourvus, et que donc cette complexité, ce qui est peut-être cause de cette augmentation des accidents du travail et de leur gravité et du nombre de décès, beaucoup plus que la complexité, c'est effectivement l'absence d'un contrôle réel. Le fait que pour un très grand nombre d'entreprises, il y a de très fortes chances d'échapper à tout contrôle par l'inspection du travail, des conditions d'hygiène, de sécurité et de rémunération. Alors, plein de choses. Je vous remercie parce que votre intervention est très complète. Alors, je vais essayer de me souvenir de tout. Alors, je commence par rapport au statut des fonctionnaires. Vous avez raison.
C'est-à-dire que quand le statut des fonctionnaires a été élaboré, on avait besoin de construire l'État. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà. Et qu'à un moment donné, il faut se poser une question, la question de l'évolution de ce statut. Et d'une certaine homogénéisation, aujourd'hui, de tous ces statuts différents. Je ne fais que poser une question, je ne prétends pas détenir la vérité. Je vous l'ai dit au commencement et je le répète. Pour moi, je ne conçois pas qu'il y ait des différences de statut que je trouve rien ne justifie. Et de même, vous avez totalement raison en disant que ceux qui faisaient à l'époque le choix à diplôme égal de partir dans la fonction publique, à l'époque, avaient une rémunération inférieure. Et on disait, oui, mais tu as la sécurité de l'emploi, voilà, c'est ton choix. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Je crois qu'on est vraiment dans... Vous avez raison de rappeler cette phase historique qui est très importante, sauf que l'histoire, elle était dans les 30 Glorieuses. Maintenant, on n'est plus dans ce cas-là. Et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de refondre tout ça. Ça, c'était un des premiers points. Quand un énarque pantoufle, il continue à gagner plus en pantouflant qu'en restant. Oui, et alors là, je cite, quand on parle de l'ENA, je cite toujours mon papa, qui a 81 ans, qui est quelqu'un qui a un CAP de mécanicien, un CAP de moniteur auto-école, donc vraiment quelqu'un de simple, et qui disait, moi, quand je vois le terme ENA, et que je le lis à l'envers, j'ai tout compris. Donc voilà, ça c'était pour l'ENA. Alors le premier point, c'était par rapport aux fonctionnaires. Ensuite, rappelez-moi vos remarques. La financiarisation. La financiarisation, oui, alors ça je vous suis totalement. Et ça me rappelle une discussion que l'on a eue avec Bernard tout à l'heure sur la théorie de l'agence. Le principe de la théorie de l'agence, alors on va voir si j'ai été un bon élève et si j'ai bien retenu ce que m'a dit Bernard. Le grand principe, c'est que quand il y a un... Comment tu l'as appelé celui-ci ? Un principal et qu'il y a ensuite un agent. Le principal, ça va être les actionnaires. L'agent, ça va être le dirigeant de l'entreprise. Ils n'ont pas forcément le même but. Le fonctionnaire, lui, ce qu'il veut, c'est gagner le plus d'argent possible. L'agent, lui, ce qu'il veut, c'est gagner le plus d'argent possible. Sauf que plus l'agent gagne d'argent, moins le principal, lui, en gagne. Donc à un moment donné, ils vont trouver un point d'équilibre sur une rémunération. Et ce que j'ai évoqué avec Bernard, c'est qu'à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on est obligé de surrémunérer l'agent, c'est-à-dire, par exemple, M. Bompard de lui octroyer 14 millions d'euros, ben, c'est tout simplement pour qu'il aille dans le sens de ceux qui lui donnent les ordres. C'est ce qu'on appelle la théorie des incitations. Voilà. Et que tout le pouvoir qu'il a, il ne l'utilise pas à son propre bénéfice, à son seul bénéfice. Mais l'une des solutions, c'est tout simplement de diluer ce pouvoir. Actuellement, une grosse partie des rémunérations excessives que l'on peut voir dans notre pays est liée à ce que j'appelle un excès de détention de pouvoir. Plus on détient le pouvoir, plus on estime que l'on va avoir une rémunération supérieure. Donc voilà, la ça aussi c'est difficile à dire, la financiarisation excessive, c'est tout aussi problématique. Hein. Moi, ça ne me satisfait pas. Ensuite, vous avez fait deux autres remarques absolument pertinentes, et j'aurais dû les marquer. Quelqu'un peut m'aider ? J'en ai au moins fait une sur la question des personnels chargés du contrôle, des médecins du travail et des inspecteurs du travail, qui sont en déshérence aujourd'hui. Oui. Oui, là, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je crois que quelqu'un a été récemment élu en disant qu'il allait supprimer je ne sais plus combien de milliers de fonctionnaires. Hein? Ah ouais, non mais c'est bien. Il suffit, on peut privatiser la police, on peut privatiser la santé, et on va supprimer les fonctionnaires. On peut faire n'importe quoi.
À un moment donné, la question n'est pas de supprimer ou de ne pas supprimer. La question, c'est avant tout d'utiliser de la meilleure des façons possibles les ressources dont on dispose et que chacun fasse correctement son travail. Il est bien évident que, au niveau de la médecine du travail, moi ce que j'ai remarqué, c'est que, à ma connaissance, dans le service de médecine du travail que l'on utilise au sein de notre structure, il y a toujours le même nombre de médecins du travail. Notre cotisation n'a pas bougé, mais on ne voit plus le médecin du travail qu'une fois tous les 4 ans. Alors savoir exactement ce qui se passe dans le service de médecine du travail, qui est c'est un secteur associatif, hein. Les médecins du travail ne sont pas des fonctionnaires à ma connaissance, ils sont tous dans des associations dont les entreprises sont adhérentes. Savoir ce qui se passe précisément, j'en sais rien. Ce que l'on sait quand même, c'est qu'il y a des médecins du travail qui sont dénoncés par des entreprises à l'ordre des médecins pour avoir accordé des congés maladie que l'entrepreneur n'acceptait pas. Ça y est, je me souviens de l'une de vos remarques excellentes sur tous les chefs d'entreprise ne sont pas aussi merveilleux que moi. C'est ça, hein? J'ai bien compris. On peut le dire comme ça. Là, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de nombreuses années, puisque c'était en 92. J'étais salarié dans un cabinet d'expertise comptable. J'étais simple collaborateur, expert comptable stagiaire à l'époque. Pas encore diplômé. Et donc, mon patron m'avait confié un dossier en me disant, mais voilà, tu vas t'occuper de monsieur machin, il est décédé aujourd'hui, paix à son âme, et si ça se passe bien, tu prendras la responsabilité du portefeuille. Donc, je me suis occupé de monsieur machin, de son entreprise, et monsieur machin, au 1er janvier, m'a dit, écoutez Xavier, là actuellement je gagne 60 000 francs par mois, 60 000 francs par mois, c'était en 92, donc ça fait un montant un tout petit peu conséquent, c'est de l'ordre de 9 000 euros aujourd'hui, mais en francs actuels, ça devrait être à peu près du 15 000. Je gagne ça, mais comme j'ai plus d'impôts à payer, je vais m'augmenter, je vais passer à 70 000. Bien, monsieur. Donc, on fait des bulletins de salaire à 70 000 francs par mois, et puis au bout de 6 mois, on fait la situation de son entreprise. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas marcher dessus. Je les ai vus. Donc, au bout de 6 mois, on fait la situation. Et il remarque sur la situation comptable, au bout de 6 mois d'activité, que la masse salariale a vachement augmenté. Et il me dit, vous savez, c'est pas possible. La masse salariale a augmenté, je vais me séparer d'une des secrétaires. Je lui ai dit, mais vous pouvez pas. Ben si, je peux. Je lui ai dit, ben non. Parce que pourquoi est-ce que ça a augmenté? Ben justement, j'aimerais bien le savoir, me dit-il. J'avais la mémoire courte. Ça a augmenté parce que vous êtes octroyé 10 000 francs de plus de rémunération par mois, ce qui est la rémunération de d'une secrétaire. Donc, celle qui est en cause, ce n'est pas la secrétaire, c'est vous. Donc, on va travailler sur votre rémunération et sur son optimisation et sur votre imposition sur le revenu, de façon à ce que vos secrétaires, dont vous avez besoin en plus pour votre entreprise, parce qu'avec une secrétaire en moins, la vie des autres secrétaires aurait été infernale, et je vous rejoins totalement, tous les chefs d'entreprise ne sont pas merveilleux comme moi. Je me jette des fleurs parce que si j'attends qu'on m'en jette, hein, c'est toujours pareil, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc non, beaucoup plus sérieusement, il y a certains chefs d'entreprise, je suis totalement d'accord avec vous, qui ont des entreprises uniquement pour, comme on dit à l'américaine, to make money, c'est-à-dire pour faire de l'argent, pour s'en mettre plein les poches, et qui n'en ont absolument rien à faire de leurs salariés. Et ça me désole. Et Dieu merci, je n'en ai pas, je réfléchis, je n'en ai pas chez moi. Parce qu'en règle générale, ce genre de personnages, je n'entends pas bien avec eux, et on finit par se fâcher. Mais vous avez raison, tout n'est pas rose. On va prendre peut-être une dernière question. Simplement, je voulais dire qu'on a peut-être omis une chose, c'est qu'en matière de droit du travail et de législation du travail, il me semble quand même que le droit français est soumis au droit européen. Non? Hein? Alors si on veut faire évoluer le droit français, il faudra le faire dans le carcan du droit européen, ou alors se casser de l'Europe. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas réellement de droit européen aujourd'hui, en matière de travail.
c'est en construction. Ça aurait dû être construit avant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais il y a des directives, mais on sait très bien que les directives, les États ont un certain nombre d'années pour les mettre en œuvre. Ouais. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Vous avez décrit une petite structure dans son fonctionnement harmonieux. Et on peut penser qu'il y en a un certain nombre comme ça, tout simplement parce qu'il y a un processus de sélection naturelle qui fait que des petites structures où les conflits l'emportent sur toute autre chose sont appelés sans doute à disparaître. Donc il y a cet aspect petite structure optimisée, avec un chef d'entreprise raisonnable, paternaliste, ça baigne. Mais les dirigeants s'appuient justement sur des petites structures comme la vôtre pour opérer non seulement une évolution qui apparaît comme souhaitable chez vous, mais une révolution. Et ce qu'on vit aujourd'hui est tout à fait inquiétant, parce que quand ils veulent révolutionner le Code du travail, c'est pour justement le transformer dans la perspective actionnariale anglo-saxonne, du s'en mettre plein les fouilles et les salariés, on n'en a rien à faire. Et le salarié va devenir justement de plus en plus un travailleur indépendant. On voit des gars qui livrent de la nourriture à bicyclette, par exemple. Alors, je ne sais pas s'il faut les ranger parmi les chômeurs ou pas, j'en sais rien. Quand on voit 6 millions de chômeurs, il y en a peut-être plus, parce qu'il y a des emplois qui n'en sont pas vraiment, des activités qui n'en sont pas vraiment. Et moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pas tellement l'évolution, parce que ces 3000 pages, bon, bah, c'est, disons, la mémoire de la lutte des classes, des décennies passées, voire des siècles passés. Soit, on ne se sert pas, on ne consulte pas les 3000 pages à chaque instant, et avec l'informatique, aujourd'hui, si on a besoin d'aller avec une recherche ciblée, si on a besoin de résoudre un problème, on va assez vite. Ce qui m'inquiète, c'est la révolution du Code du travail, c'est-à-dire en fait, plus ou moins sa disparition. C'est-à-dire qu'on va aller petit à petit, et là Bernard va me comprendre, vers la tiers-mondialisation globale. Et cette tiers-mondialisation globale va aller vers une sorte d'implosion des classes moyennes, c'est ce que je crains, avec la robotique, avec l'intelligence entre guillemets artificielle. Et on risque de voir surgir dans nos pays qui avons des traditions, 3000 pages, ça montre que la tradition est ancienne, vers quelque chose de nouveau, où on va avoir un système avec un modèle plus ou moins sino-américain, quelque chose de ce genre, et c'est ça qui m'inquiète. Et je ne sais pas quoi faire, mais je sais une chose, c'est qu'il faut absolument prôner l'évolution, parce que l'évolution, c'est rajouter des pages supplémentaires, dans le cadre d'une négociation, d'une optimisation en permanente recherche, dans les petites structures et dans les grandes structures. Dans les grandes structures, les 3000 pages sont très utiles, il faut le savoir. Mais ce qui m'inquiète, c'est la révolution. C'est-à-dire justement, on l'a vu avec la loi El Khomri, c'est finalement la mise en place d'un système minimum qui donnera finalement tout pouvoir à la finance. Et pour revenir justement sur cette rémunération des 14 millions par an ou des footballeurs à 12 millions par an, je pense que c'est un enfumage. On essaye de faire en sorte que les salariés s'accrochent à des flux. Le vrai problème, c'est les stocks. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les oligarques. C'est ceux pour qui 10 millions par an, c'est que dalle. Parce qu'ils détiennent des milliards, voire plus. Hein, bon, on peut passer à un ou deux ordres de grandeur de plus. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est justement la dictature planétaire qui est en train de se mettre en place, avec les progrès de la technique, et justement la dégradation du droit. Et un pays comme la France est ciblé, parce que justement, on a ces 3000 pages qui sont là, et elles ne sont pas là pour rien. Et vouloir les alléger, et en s'appuyant sur les petites structures, comme ils le font de manière extrêmement perfide, qui fonctionnent bien, eh bien, les grands dirigeants ont envie de passer à toute autre chose. Et ça, ça m'inquiète. Bravo. Alors, je vous rejoins totalement parce qu'il y a un terme qui est à la mode depuis quelques années, c'est l'ubérisation du travail, et moi, ça me désole. C'est-à-dire que le travail a une valeur, et cette valeur ne doit pas être dépréciée. Donc je vous rejoins totalement et de même dans ce que vous aviez exprimé, dans la problématique du pouvoir de la finance. Je crois qu'on a avant tout besoin de retrouver de vraies valeurs, et que ces vraies valeurs, ce ne sont pas celles de l'argent, c'est certain. Alors, dans ma vision du terme révolution, au départ c'était évolution, la nécessaire évolution du droit du travail, et puis j'ai trouvé intéressant de rajouter ce R entre parenthèses. Il est certain que le droit du travail dans ces 3038 pages aujourd'hui, c'est incompréhensible pour beaucoup de très petites entreprises. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas forcément nécessaires, etc.
Mais d'un autre côté, pour revenir à ce que disait monsieur tout à l'heure, on a aussi des chefs d'entreprise de la taille de la mienne qui sont sans vergogne et qui ne respecteront absolument pas leurs salariés. Je crois que, je suis peut-être un doux rêveur, certainement un doux rêveur, mais si demain on revient à de vraies valeurs, de belles valeurs, si on remet à l'honneur confiance et bienveillance, je pense que la société dans son ensemble ira mieux. Mais il faut effectivement rester vigilant. Je crois que nous avons un devoir de vigilance. La preuve en est, c'est que vous êtes venus nombreux ce soir pour cette conférence. On a un devoir de vigilance, de ne pas laisser faire tout et n'importe quoi dans notre société. L'humain est important, l'humain prime sur tout. Voilà. Oui, bon, mais merci. Alors, je crois que on va s'arrêter là, hein, d'autant plus que on a fait, Xavier nous a présenté un petit peu sa vision du droit du travail, etc., de sa nécessaire évolution peut-être, hein, pour s'adapter à l'environnement qui se profile à l'horizon. Alors, pour conclure, je voudrais parler de cet environnement qui se profile à l'horizon, et pour citer quelqu'un, Francis Fukuyama, qui disait « c'est la fin de l'histoire ». Hein? Quelle histoire? Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus que le néolibéralisme. Voilà. Voilà ce qu'il nous disait, et je crois qu'on est entré là-dedans. Et pour aller un peu plus loin, enfin qu'un retour en arrière, évidemment, je citerai Margaret Thatcher, qui disait « Tina, there is no alternative ». Il n'y a plus d'alternative. Et c'est ce qu'on nous propose à l'heure actuelle. Il n'y a plus d'alternative. On est tous sur la même barque, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons tous vers le néolibéralisme, et donc il n'y a plus besoin de clivage politique, puisqu'il y a un consensus. Il y a un consensus, hein, je crois qu'on y est entré dans ce fameux consensus. Et on est passé, c'est une profonde rupture, ça c'est mon point de vue, du bipartisme de connivence à ce que je pourrais appeler le monopartisme de connivence. Et on gardera les épouvantails externes un moment pour pouvoir continuer dans la même voie. Voilà, c'est ce que je pense, et je vais écrire là-dessus, je l'ai dit. Voilà. Merci. Et sachant que les monopartismes de connivence, par le passé, ont toujours abouti ensuite à des dictatures. Ah, ça. Donc vigilance, vigilance. Voilà, exactement. Alors, je vous remercie tous. On peut quand même regretter que, puisqu'on parlait tout à l'heure de consensus, nous aussi on est victimes de ce consensus, parce qu'il y avait bien évolution du droit du travail, et on sait que dans la société de demain, c'est le droit du non-travailleur auquel il va falloir penser. Ah. Et celui-là, personne n'en a parlé aujourd'hui. Tout à fait. Alors, tu peux le redire pour que ce soit enregistré. Oh, mais non, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bien. Donc, je vous remercie. C'était la dernière. Et donc, à la prochaine, au mois de septembre, on vous donnera le programme, les dates. Et pensez aux thèmes futurs, s'il vous plaît.